On nous parle tellement de la croissance économique que celle-ci semble être indispensable à notre société, si c'est pas carrément son objectif absolu. Pourtant, depuis les années 70, de nombreux économistes, ingénieurs et sociologues ont montré que la croissance ne pouvait pas perdurer indéfiniment pour des raisons à la fois environnementales, sociales, voire même économiques. Donc on ne peut pas vivre sans croissance, mais on ne pourrait pas continuer à vivre avec. On est face à un dilemme, et si on ne le résout pas, ça semble difficile de construire une vision pérenne de l'avenir et de troquer nos indicateurs économiques pour des indicateurs plus sociaux ou environnementaux. Ensemble, on va tirer ça au clair. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de croissance et dépendance. Ensemble, on va tenter de comprendre si, oui ou non, nous sommes dépendants de la croissance et auquel cas, s'il est possible de nous en émanciper. Pour ça, on va décortiquer les principaux arguments des économistes, des politiques et des journalistes sur le sujet. Et on commence avec le problème numéro 1, répondre aux besoins d'une population croissante. On est de plus en plus nombreux sur la planète, et à moins de couper les couilles aux pauvres comme le suggérait Malthus, il va bien falloir de la croissance pour nourrir tout ce monde-là. En économie, c'est ce qu'on appelle augmenter la taille du gâteau. Et généralement, l'argumentation s'arrête là. CQFD, circuler, il n'y a rien à voir. Pour aller un peu plus loin, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce gâteau. Alors quand on parle de croissance économique, le gâteau, c'est le PIB, c'est-à-dire la somme des biens et services qui ont été produits en un an par un pays, un groupe de pays, voire le monde entier selon la zone étudiée. Et plus exactement, comme on le mesure avec de la monnaie, on va compter le prix de l'ensemble de ce qui aurait été produit et surtout vendu, parce que ce qui ne se vend pas, ça ne compte pas. Donc la croissance signifie simplement qu'on produit plus de trucs et de machins que l'année précédente. Donc pour un gâteau, ça se tient. Si on est plus nombreux que l'année précédente, il va falloir plus de gâteaux que l'année précédente. Mais pour une maison par exemple, imaginons une communauté autonome dont la population croît de 1 nouvel habitant par an et qui produit également un nouveau logement par an. Comme ils produisent la même chose d'une année sur l'autre, la croissance économique est nulle alors que la population augmente. Et encore, dans l'exemple, la population croît de manière linéaire. Mais si la croissance démographique vient à se tasser et que notre communauté continue à ne construire des maisons qu'en fonction des nouveaux habitants, ce sera la décroissance. Pourtant, tout le monde a un logement. Donc où est le problème? C'est simplement que les maisons ne comptent dans le PIB que la première année, alors que leur usage va bien au-delà. En fait, le PIB ne mesure pas la richesse d'un pays, mais uniquement la production de nouvelles richesses, sans tenir compte du stock de richesses déjà existantes. Donc le PIB ne mesurant que le neuf, ça marche plutôt bien dans un pays en reconstruction, ou dans une certaine mesure dans des pays émergents. Mais une fois qu'on a tout construit, on ne va quand même pas continuer à produire des maisons dont on n'a pas besoin juste pour booster le PIB. Donc si la croissance économique se mesure avec le PIB, elle n'a pas besoin d'être corrélée à la croissance démographique. Il n'y a que la partie consommable du PIB qui a besoin de croître au même rythme que la population. Et ça, c'est ce qu'on appelle le PIN, produit intérieur net. Mais le PIN, lui, il doit croître. Pas si sûr. Déjà parce que le PIN, comme le PIB, mélange absolument tout ce qui est produit. Tout. Y compris des choses pour lesquelles on se passerait bien de croissance. Genre la pub, l'armement, le luxe ou les cigarettes. Ensuite, parce qu'on produit peut-être déjà assez. Je m'explique. Si notre capacité de production augmente plus vite que la population, et c'est ce qu'on a pu voir notamment avec le PIB par habitant qui n'a cessé de croître à l'échelle mondiale depuis le 19e siècle. Passé un moment où on produit globalement suffisamment pour répondre aux besoins de tout le monde. On produit durable. Et s'il y a durable, ça signifie qu'on est capable de répondre aux besoins d'une population plus importante sans avoir nécessairement besoin d'augmenter notre capacité de production. Alors pour se donner un ordre d'idée, on devrait être 10 milliards d'habitants en 2050 et se stabiliser à peu près autour de ce chiffre. Or, on produit actuellement suffisamment de nourriture pour 10 à 12 milliards d'habitants.
Certes, on a d'autres besoins que simplement bouffer. Mais quand on sait que le PIB de l'agriculture ne représente que 4% du PIB mondial, ça laisse à penser que on a également suffisamment pour la santé, le logement, la mobilité ou même nos loisirs. Donc même en termes de PIN, le gâteau est probablement déjà assez gros, suffit de bien rééquilibrer les parts. J'en viens donc au point numéro 2, améliorer notre qualité de vie. Oui, parce que répondre aux besoins, c'est très bien, mais on n'est pas contre un peu de confort de temps en temps. Alors, en l'absence de croissance, si on veut une plus grosse part de gâteau, généralement, il faut la piquer à quelqu'un. Les Amérindiens ou les aborigènes, par exemple. Ce qu'il y a de bien avec la croissance, c'est qu'elle nous permet d'avoir une plus grosse part de gâteau sans nécessairement avoir à la piquer à son voisin. Mieux que ça, selon la théorie du ruissellement, la croissance permettrait d'augmenter en même temps la part de son voisin. Enfin, en théorie. Donc la croissance nous permet collectivement de consommer plus de trucs et de machins. Mais est-ce que ça améliore vraiment notre qualité de vie? En d'autres termes, est-ce que l'argent fait le bonheur? Dans les années 70, un économiste américain nommé Richard Easterlin s'est posé cette question et il a comparé le bonheur des Américains au PIB par habitant dans le pays entre 1945 et 1973. Et à cette époque aux États-Unis aussi, c'est les 30 glorieuses. La guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Oui, parce que ce qui est important dans une guerre, c'est pas tant de la gagner, mais surtout de produire des armes qui viennent booster le PIB. Et à cette période, le PIB des États-Unis a été multiplié quasiment par 3 en 30 ans. Et dans le même temps, le bonheur des Américains a été multiplié par rien. Encéphalogramme plat. Et on observe la même chose dans les autres pays de l'OCDE et la tendance se poursuit. En France, ça se comprend, on est des râleurs. Mais dans les autres pays du monde, vous allez pas me dire qu'on continue tous à bosser comme des cons pour faire booster le PIB et que ça nous rend même pas plus heureux. Eh ben en fait, si. C'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin. Alors comment ça s'explique? Eh bien tout simplement parce que le ressenti que nous avons de notre qualité de vie est toujours relatif. Soit à notre niveau de vie antérieur, et on a alors besoin de toujours plus, soit à celui des autres que l'on va évaluer par rapport à leur consommation. Et on va donc être tenté de consommer toujours plus et plus vite, soit par mimétisme avec notre entourage, soit pour tenter de rattraper le niveau de la classe plus aisée, et surtout pour pas se faire rattraper par les plus pauvres. C'est plus ou moins conscient et ça marche avec tout. Nos vêtements, notre électroménager, nos voitures, nos maisons, et bien sûr, c'est accentué par la pub et les réseaux sociaux. Donc on consomme plus, mais on n'est pas plus heureux. Enfin si, on est plus heureux à court terme, parce que ça va activer dans notre cerveau le circuit de la récompense, qui est le même que le circuit activé par la cocaïne. On est tous des toxicos en manque, quoi. Il va donc y avoir des cycles courts de dopamine frustration, mais aucune amélioration sur le long terme. Alors bien sûr, ça marche essentiellement dans les pays dits développés, lorsqu'on a déjà acquis un certain niveau de confort. Si on regarde à l'échelle mondiale, le bonheur comparé au PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, on observe des disparités. On va avoir notamment un groupe de pays avec un faible PIB et un niveau de bonheur variable, avec généralement les pays d'Amérique du Sud en haut et les pays d'Afrique subsaharienne en bas. Et ensuite, des pays dont le PIB va s'étaler jusqu'à plus de 100 000 $ par an et par habitant, et dont le niveau de bonheur va stagner aux alentours de 7 sur 10. Le point de jonction entre les deux étant aux alentours de 15 000 $ par an et par habitant, il semble qu'au-delà de ce seuil, l'argent ne fasse plus vraiment le bonheur et il vaut mieux compter pour ça sur le progrès humain et la qualité de nos relations sociales. Alors bien sûr, quand on parle qualité de vie, on pense également à toutes ces innovations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à l'électricité, à la santé, à l'information, et de pouvoir regarder une émission de télé-réalité en replay après avoir passé 3 heures dans les bouchons. Ce qui m'amène au point numéro 3, la croissance et le progrès technique. Quand on parle de croissance ou de progrès, dans les médias, on entend souvent ça. Moi, souvent, quand il y a des gens qui disent qu'il faut de la décroissance, je dis, écoutez, voilà, je vous donne le choix d'aller chez un dentiste aujourd'hui et d'aller chez le dentiste dans les années 50. L'expérience n'est pas du tout la même, quoi. Voilà. Alors si un économiste vous dit ça, il est soit de mauvaise foi, soit incompétent, soit les deux.
Déjà parce que c'est pas la décroissance qui va nous faire revenir en arrière sur les progrès déjà acquis. Et surtout parce que en économie, c'est le progrès qui fait la croissance et pas l'inverse. Cours d'économie de première ES. Le progrès technique ou social est un levier de croissance, soit grâce aux gains de productivité qu'il génère, soit grâce à la création de nouveaux marchés. Le progrès est même le premier moyen pour relancer la croissance lorsque celle-ci est au plus bas. Donc même quand il n'y a pas de croissance, il y a du progrès. En opposition à cette première partie de réponse, on pourrait soutenir l'idée que c'est l'espoir de croissance qui stimule la créativité des entreprises et des chercheurs. Et là encore, c'est faux. De nombreuses études sociologiques ont montré qu'on est naturellement curieux et enclin à résoudre des problèmes, notamment des problèmes qui vont nous toucher directement. Cette motivation dite intrinsèque est d'ailleurs beaucoup plus efficace que la motivation dite extrinsèque du type prime à la productivité. Pire, quand il s'agit d'être créatif, les motivations de type extrinsèque vont être contre-productives. Prenez deux groupes de testeurs, l'un rémunéré, l'autre pas, demandez-leur de résoudre des casse-têtes, le groupe rémunéré sera moins performant que le groupe bénévole. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de travailler gratuitement, mais simplement qu'au-delà d'un niveau de rémunération qui nous permet de vivre correctement, il semble que la motivation intrinsèque soit beaucoup plus efficace en termes de créativité. D'ailleurs, de nombreux progrès comme Internet ou l'aviation ont émergé bien loin de toute considération commerciale. Donc non, le progrès n'est pas dépendant de la croissance. On peut même se poser la question de la direction empruntée par le progrès lorsque celui-ci est mu par un objectif de croissance. Des innovations qui répondent avant tout à des intérêts économiques sont-elles de nature à résoudre les problématiques sociales ou environnementales auxquelles nous sommes confrontés ? Est-ce que la 5G ou les voitures autonomes, par exemple, sont pertinentes dans ce contexte ? Et donc, est-ce que le progrès technologique, lorsqu'il est mu par une recherche de croissance, est vraiment un progrès ? Pendant que vous y réfléchissez, j'en viens au point numéro 4, la croissance et l'emploi. Et oui, c'est bien joli tout ça, mais il faut bien un salaire et donc du boulot pour tout le monde. Revenons un peu en arrière. Depuis la révolution industrielle, le progrès technique a permis des gains de productivité. On produit plus avec moins d'employés. Pourtant, on a réussi à maintenir le chômage sous les 2%, malgré ça et malgré une population qui augmente grâce à la croissance. Comme on ne va pas revenir sur le progrès technique ni réduire la population, il est normal d'en appeler à la croissance pour tenter de réduire la courbe du chômage. Logique. Eh bien, pas tant que ça. Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à attendre de la croissance en termes d'emploi. La croissance est elle-même de plus en plus faible et les grands progrès du siècle, que sont la numérisation, Internet ou l'intelligence artificielle, sont très forts pour générer des gains de productivité, mais beaucoup plus faibles pour générer de la croissance, en tout cas pas suffisamment pour compenser son impact sur l'emploi. La deuxième raison, c'est que dans l'histoire que je vous ai fournie, j'ai omis un détail important, la réduction du temps de travail. Dans les années 1900, on travaillait 70 heures par semaine sans congé payé. Aujourd'hui, on travaille 35 heures par semaine avec 5 semaines de congés payés. Sans compter l'évolution de l'âge minimum légal de travail, ni l'évolution de l'âge de départ en retraite. Dans les années 70, André Gortz nous disait, à juste titre, que les machines ne nous privent pas d'emploi, elles nous libèrent du travail. Et dans les années 1930, Keynes prophétisait même que d'ici 2030, nous serions capables de ne travailler que 3 heures par semaine et de consacrer le reste de notre temps à l'art, la culture et la métaphysique. Plutôt cool. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a arrêté de se partager le travail, tout simplement. On a encapsulé une certaine quantité de travail dans des boîtes nommées emploi, et tant pis s'il n'y a pas suffisamment de boîtes pour tout le monde. Avec la défiscalisation des heures supplémentaires et le recul de l'âge de départ en retraite, on a même tendance à concentrer davantage le travail. Donc il faudrait trouver un moyen de se partager efficacement le travail, sans pour autant glisser vers de la précarisation ou de l'ubérisation du travail. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la raréfaction du pétrole et la nécessaire sobriété énergétique, on risque d'avoir besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre dans l'avenir. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo.
Si on récapitule jusque-là, sur les 3 sujets que sont la croissance démographique, l'amélioration de notre qualité de vie et l'emploi, le réel enjeu aujourd'hui est celui de la répartition. Quant à la croissance, si elle a pu apparaître comme un outil vis-à-vis de ces sujets, elle n'est plus aujourd'hui nécessaire et au contraire, la recherche aveugle de croissance peut être contre-productive vis-à-vis de ces sujets et de l'ensemble des enjeux de notre monde actuel. Et c'est d'autant plus vrai avec le progrès technique, notre 4e sujet, qui est lui-même un outil qui doit servir le monde et pas la croissance. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé sur le dilemme croissance-décroissance. Il reste quelques points à traiter, nous les aborderons dans une 2e vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, et nous, on se retrouve bientôt.